RMC, After Afrique. Gilbert Bribois. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Afrique, votre podcast de l'After dédié au football africain. Vous écoutez le 19e numéro de ce podcast inédit et là les gars, l'échéance se rapproche. Et oui, on est maintenant à un mois et demi de la prochaine Coupe d'Afrique au Maroc. L'After y sera avec une émission quotidienne. On va pouvoir en parler d'ailleurs ensemble dans quelques minutes. Je vous donnerai un peu le programme. Ça démarrera le 21 décembre prochain. Et d'ici là, on sera là dans le podcast After Afrique pour débattre de l'actualité foot. On vous prépare même des petits podcasts exclusifs avant le début de la compétition avec Hamza Ramani qui est là. Salut Hamza. Salut Gilbert, salut à tous. Ouais, on va s'amuser. On va faire d'ici quelques jours des présentation de groupe, on va se mouiller un petit peu quand même sur les pronos, tout ça. Exactement. Voilà, on va faire ça ensemble. Notre 19e épisode là sera consacré en bonne partie, non pas à la CAN, mais au barrage de qualif à la Coupe du Monde, parce que ça arrive dans une dizaine de jours. Les demi-finales d'abord, RDC Cameroun et Gabon Nigeria se joueront le 13 novembre. Et la finale, les deux vainqueurs se rencontreront le 16, 3 jours plus tard. Tout ça se passe au Maroc. Derrière, vous le savez, il y a encore un ultime tournoi de qualification, donc la route est très longue pour les équipes concernées. Et puis nous débattrons également de l'engagement sociétal et politique des footballeurs en Afrique. Au Cameroun, des voix s'élèvent pour reprocher aux internationaux de se cacher suite aux manifestations qui ont suivi l'élection présidentielle il y a quelques jours. Au Maroc, ces dernières semaines, pas mal de joueurs, Hakimi, Aguerd et d'autres, ont soutenu les jeunes manifestants. Donc on évoquera cette question, Hamza, avec nos invités. L'After Afrique, c'est parti. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. Et là, Hamza, on a un casting complet. On a réussi à réunir des spécialistes de chaque nation qui va s'affronter pour les demi-finales de barrage à la Coupe du Monde. Je démarre par Samuel Vasselin, journaliste spécialiste du Gabon, qui était déjà dans le podcast After Afrique. Salut Samuel. Salut Gilbert, salut à tous. Et oui, le Gabon gagne, donc on vient, c'est pas mal. Ouais, alors quand on t'avait eu, le Gabon pouvait encore être premier de sa poule. Et on a gagné les 2 matchs, mais la Côte d'Ivoire a gagné les 2 matchs aussi. Voilà. C'est un Gabon victorieux, mais perdant quand même. T'es toujours en vie. Exactement. Toujours en vie également Jericho, qui lui est congolais, de compte Instagram, compte X, joueur CD qui suit l'actu du football congolais. Salut Jericho. Salut salut Gilbert, salut Hamza et salut à Samuel, salut à tout le monde. Salut Gilbert. Toujours en vie aussi Jericho. Pour l'instant, oui, on a encore l'espoir, mais on va voir ce que ça va donner. On va parler de ton match face au Cameroun avec Romaric, qui lui anime le compte Allez les Lions, qu'on connaît également dans l'After Afrique. Salut Romaric. Salut, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et puis une fois n'est pas coutume, Hamza, on va parler de foot nigérian. C'est un pays anglophone qu'on a tendance à un peu moins suivre. Et pourtant, c'est un grand pays de football africain. Bah oui, le pays le plus peuplé d'Afrique. Par ailleurs, Malo est avec nous, qui lui anime le compte Naija Football. Bonjour Malo. Bonjour Gilbert, bonjour à toutes et à tous. Très content, très honoré d'être ici pour ma première dans cette émission pour parler du Nigeria et de son futur adversaire, du coup, le Gabon. Tu es nigérian toi-même? Ouais, nigérian, ouais, c'est ça. À moitié français, à moitié nigérian. On est 3 autour du compte, un de Belgique, un autre avec moi aussi de France. Donc voilà, c'est ça, oui. À moitié français, à moitié nigérian. Parfait. Bon, on va pouvoir parler de vos matchs. Alors, ce que je vous propose, c'est de démarrer par ordre d'apparition de programme, Hamza, puisque le 13, c'est une journée de foot de dingue, parce qu'il y a aussi France-Ukraine le soir, qui pourrait être le match de qualif de la France à la Coupe du Monde. Tu m'excuseras d'être un tout petit peu plus emballé par nos barrages, demi-finales de barrage. Normalement, France-Ukraine, c'est une formalité. C'est comme France-Israël en 93. C'est normal. On va pas parler de malheur. Voilà, exactement. Mais nous, effectivement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les 2 matchs du 13 novembre, les demi-finales de barrage. Et le premier, ce sera à 17h heure française, 17h heure marocaine également. Donc, avec le fameux duel Gabon-Nigeria. Puis après, à 20h, on va parler tout à l'heure de RDC Cameroun. Démarrons donc par le Gabon-Nigeria. Malo, je démarre par toi. Le Nigeria revient de nulle part. Donc j'imagine que déjà, être là, finalement, c'est une satisfaction. Ouais, clairement, ouais, c'est ça. Le Nigeria ressort un peu de nulle part. On a eu, par exemple, au début d'année, avant que Eric Chell, du coup, l'ancien coach du Mali, arrive à la tête de cette équipe, le Nigeria totalisait 3 points en 4 matchs. Et là, fin d'année, là on se parle le 3 novembre, le Nigeria a totalisé du coup à la fin de cette séquence sur les qualifications de la Coupe du Monde 17 points. Donc ouais, le Nigeria ressort des entrailles des enfers.
Et voilà, ça va être intéressant de voir sur la dynamique du coup qu'a enclenché Eric Schell à la tête de cette équipe, comment du coup la bande à Osimhen va faire du coup face au Gabon du coup le 13 novembre prochain. On a des attaquants stars des deux côtés. Hamza, si tu devais, on va demander l'avis de Melo dans quelques instants, mais si tu devais faire une petite photographie des qualités et défauts du Nigeria, tu dirais quoi? J'ai l'impression que le Nigeria, depuis 3, 4, 5 ans maintenant, on a toujours les mêmes qualités qui arrivent. C'est le potentiel offensif au niveau individuel qui est absolument impressionnant. C'est vrai que Victor Osimhen, en T'as plus... l'impression que c'est de tout temps, il y a toujours eu ça. C'est ça. Ouais. Et finalement, tu as davantage d'interrogations derrière, alors que finalement, sur la dernière Coupe d'Afrique, le Nigeria arrivait caché avec pas mal de mauvais résultats. Il y a eu ce passage à 5 derrière face à la Côte d'Ivoire de Pesero, et d'un coup d'un seul, on a trouvé une équipe du Nigeria solide défensivement et efficace offensivement. Donc les changements de sélectionneur, d'ailleurs moi j'ai une question avec justement l'arrivée d'Eric Schell. Tu évoquais Malo le bilan comptable. Il faut savoir que sur les 18 points possibles, donc sur les 6 matchs de qualif, ils ont pris 14 le Nigeria. Sachant que les 4 points perdus, c'est 1 point en l'occurrence gagné, donc 2 points perdus en Afrique du Sud, qui est l'une des meilleures équipes aujourd'hui du continent africain, et un match nul lors de la toute première, je crois, d'Eric Schell, avec un but concédé face au Zimbabwe à domicile à la dernière minute. Sinon, on est sur une erreur individuelle, je crois que c'était Trostekong. Exactement. Donc... le bilan d'Eric Schell, il semble comptablement quasiment parfait. Et ma question aujourd'hui est la suivante. En termes de dynamique, est-ce que le Nigeria est en capacité de rivaliser face au Gabon, qui, je le rappelle, en termes de classement, c'est la meilleure équipe qui a terminé deuxième et qui a même terminé meilleure, avec un plus grand nombre de points que certains premiers. Après, je ne sais pas si c'est bien comparable parce que ça dépend des adversaires dans les groupes et tout. Donc, mais ils ont fait un carton plein, les Gabonais, Malo, quasiment. Qu'est-ce que tu réponds à Hamza? Bah oui, c'est ça, parce que j'en ai parlé rapidement. La dynamique nigériane, elle est juste exceptionnelle. Et puis surtout, le dernier match du Nigeria face au Bénin, ce 4-0 avec le triplé de Victor Osimhen, et un but à la toute fin, à la 85e minute de Franck Onyeka au milieu de terrain, qui vient du coup qualifier le Nigeria pour ses barrages. Forcément, ça crée une dynamique, et surtout ce dernier match-là, en fait, il entérine, en fait, on va dire, cette dynamique qui démarre du coup depuis le début de l'année 2025. Mais ce match-là, je pense que c'est vraiment un vrai match bascule. Et du coup, face au Gabon, je pense que cette dynamique elle va être importante et elle va jouer, même si vous parliez tout à l'heure, je crois Gilbert, c'est cette question-là que tu as posée, les forces et faiblesses du Nigeria. Moi, je pense que la force principale du Nigeria, c'est son attaquant star, Victor Osimhen. Parce qu'il arrive à entraîner quelque chose, je ne sais pas si c'est son aura, il a un leadership en fait naturel qui fait que quand il est là, le Nigeria brille, mais quand il n'est pas là, le Nigeria sombre et nous montre son plus mauvais côté. Donc je pense qu'il y a la dynamique, mais je pense que ce match face au Gabon, pour le Nigeria, c'est très important que Victor Osimhen soit présent. Samuel, toi qui connais le foot gabonais par cœur, là la photographie que te fait Malo, ça te fait un peu flipper ou tu arrives en pleine confiance? Oui. Moi déjà le tirage, vous disiez il sortait de nulle part. Moi c'est un peu le grand méchant loup qui sort du buisson, le Nigeria. C'est-à-dire que... Ah oui, je te confirme. Non mais tu finis meilleur deuxième. Effectivement, dans d'autres groupes, tu aurais été qualifié, je crois, dans le 4 des 9 groupes. Le grand méchant loup qui peut te croquer, mais si tu arrives à le ruser... Voilà. Des fois, il n'est pas très malin quand même. On sera peut-être le petit chaperon rouge, mais je ne suis pas totalement sûr là-dessus. Non, mais effectivement, quand on regardait la photographie des potentiels qualifiés dans les 4 meilleurs deuxièmes, il y avait le Bénin, il y avait le Burkina. C'est des équipes qui ressemblent sensiblement au Gabon, avec des meilleurs résultats que le Gabon sur les dernières années, mais qui ressemblent sensiblement au Gabon. Et quand on s'imagine, on va dire dans le processus, le Gabon arrive à battre une équipe comme ça pour aller jouer une finale contre un des deux voisins, contre qui il y aura forcément un match un peu spécial, il y avait quelque chose d'intéressant. Là, franchement, c'est un mur, en fait, le Nigeria pour le Gabon à ce stade-là. Et moi, j'entends toutes les louanges qu'on peut faire sur le parcours. À Osimhen, tu réponds Aubameyang ou tu réponds Bouanga, je sais pas. Ouais, mais bon, total respect pour Aubameyang, total respect pour Denis aussi, mais c'est un cran en dessous, notamment dans la dynamique. Aubameyang, sur la carrière, on peut en discuter. Sur la dynamique, Osimhen, c'est pas le prime de sa carrière, mais il est un peu plus près que Aubameyang qui est sur la fin. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le Gabon a fait une très très bonne campagne de qualif en étant très sérieux collectivement, en
en prenant des points contre les petites équipes, entre guillemets. Là, va falloir jouer contre une grosse équipe. On l'a vu contre la Côte d'Ivoire. Le Gabon, à 120%, fait un 0-0 à la maison. Et Alivina devrait être absent, il va être remplacé certainement par un Noah Lemina, par peut-être un Brian Meyo qui est en National 3 avec Lyon. Donc on parle quand même d'une équipe qui a peu de ressources. Donc je pense que collectivement, elle peut faire peur au Nigeria par rapport à son parcours. Mais sur un one-shot au Maroc avec de belles infrastructures, moi, je pense que le Nigeria est grandement favori et que ce serait un exploit pour le Gabon d'arriver en finale. Paradoxalement, j'ai moins peur des potentiels adversaires en finale qu'en demi-finale. Il y a un truc, évidemment, il faut que tout le monde va donner son avis là-dessus, mais on est sur un match à émotion, en terrain neutre, sur un match élimination directe. Voilà, donc tu peux... Enfin, je pense que les coachs ne vont pas aborder la préparation comme sur une campagne de qualif. Et on sait qu'en Afrique, ce genre de match-là, par définition, Hamza, c'est compliqué. Là, Samuel nous dit Nigeria favori. Moi, je ne sais pas si en fait on peut dire dans chaque match là s'il y a un vrai favori. Bah surtout que c'est sur terrain neutre. plus. C'est vrai que les barrages passés ou les matchs à enjeu passés pour des éliminatoires de Coupe du Monde en Afrique, c'était souvent en aller-retour, avec match à domicile, soit à l'aller, soit au retour. Là, on est sur terrain neutre, donc c'est vraiment une inconnue. Ça se trouve, le stade sera vide. Première. Ouais. Et peut-être que le stade sera vide, donc ce sera un environnement assez étrange avec match amical, enfin impression de match amical, mais en jeu une place en barrage intercontinental de Coupe du Monde. Donc c'est une vraie interrogation justement sur la préparation. Et on se focalise aussi beaucoup sur les individualités, à juste titre du Nigeria, parce qu'il y a Demola Lookman aussi qui revient en grande forme avec l'Atalanta après avoir. On peut faire la liste, tu veux, ça fait peur. Ouais, Lookman, ça vous aurait arrangé qu'il continue son bras de fer avec l'Atalanta, celui-là. Voilà, donc il sera probablement là aussi face à Marseille. Donc c'est un joueur qui redevient titulaire et performant. Il a marqué il y a quelques jours face à l'AC Milan. Moi, j'ai une autre question pour Malo, c'est le secteur défensif et notamment le gardien Stanley Nwabali que l'on avait pu avoir le plaisir de découvrir lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui avait été assez impressionnant. Je lis quelques critiques par rapport à ses performances en Afrique du Sud, sachant que l'autre gardien, Maduka Okoye, qui joue à Udinese en Serie A, il a été suspendu pour des histoires de paris et il revient depuis quelques semaines seulement du côté de l'Udinese. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel Eric Schell change de gardien pour ses barrages ? Moi, honnêtement, je pense pas, parce que ça serait quand même assez risqué de changer ton gardien comme ça à l'aube d'un rendez-vous assez important dans ce match face au Gabon. Même si c'est vrai que, bon, on a un peu du mal à suivre et regarder les matchs de Nwabali en Afrique du Sud, mais même avec le Nigeria, on dénote quand même, lorsqu'on parle comme ça entre supporters de cette sélection, on dénote quand même de moins bonnes performances de Stanley Nwabali depuis la CAN. C'est assez progressif, hein, c'est pas fait d'un coup, mais c'est vrai que depuis 2 ans, là, on sent que de match en match, il est quand même un peu moins fort, il est moins serein, en fait. Voilà, c'est ça en fait qu'on n'avait pas, et c'est ça qui a fait du bien lors de la CAN en Côte d'Ivoire, c'était la sérénité qu'il apportait au cage, contrairement à celui qui remplaçait Ouzo. Donc, et cette sérénité-là, en fait, il a plus vraiment, à l'image de sa fin de match face au Lesotho, donc le match qui précédait le match face au Bénin là, lors de la dernière trêve, où il fait 10-15 dernières minutes assez catastrophiques, où il a failli nous concéder un but qui aurait fait du coup 2-2. Le Nigeria, du coup, aurait fait 2-2 si l'attaquant du Lesotho avait marqué cette occasion-là. Donc voilà, il n'est pas impérial, mais je pense que ça serait quand même assez risqué de changer de gardien là comme ça à l'aube de ces barrages, à voir pour la CAN peut-être. Donc on n'aura pas des gardiens chapeau 1 des deux côtés, parce que le Gabon, il y a un éternel problème de gardien au Gabon, si je puis me permettre. Ouais, on en avait parlé la dernière fois et je t'avais dit que Loïs Baba était plutôt bon et le match contre la Gambie, il y a 3 buts, sur les 3 buts, il y en a 2,5 pour lui. Donc effectivement, c'est pas pour assurer, mais c'est vrai que le Gabon a aussi de gros problèmes défensifs. Les 2 derniers matchs l'ont montré, même la Côte d'Ivoire. Ekwele Manga est le leader de cette défense, mais il a 37 ans, 38 ans, il joue en National 1 et ça se voit sur les matchs à haut niveau. Il paraît que Trust-Ekong va pas beaucoup mieux en Arabie Saoudite. Hein. Exactement, mais on a un défenseur à côté, Onfia, qui est assez léger. La valeur sûre aujourd'hui au Gabon en défense, c'est pour dire un peu le fossé qu'il peut y avoir quand même avec le Nigeria. C'est Jacques Ecomier, qui, moi en plus en tant que Bordelais, est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui est un joueur en développement et qui porte beaucoup de responsabilités, j'ai l'impression, en sélection quand il joue, parce qu'il faut rattraper aussi les bêtises des uns et des autres. Il y a un bon milieu devant, hein, Ndong et surtout Lemina. C'est très correct pour protéger la défense. Mais défensivement, quand même, on voit que le Gabon, on l'a vu contre la Gambie, tu peux te faire planter 3 fois alors que tu domines le match. Et contre le Nigeria, avec Lookman, avec surtout Osimhen, on peut faire la liste de tous les joueurs. Adams, ça peut faire très, 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 très mal sur une rencontre.
c'est un match, hein, donc tout est possible. Mais c'est vrai que quand on regarde encore une fois les deux équipes, la photographie des deux équipes, moi je me dis qu'on pourra faire du mal au Nigeria peut-être sur quelques actions, mais que derrière, ça va être un combat constant toute la rencontre pour ne pas faire la gaffe qui va te mettre dedans. Mais ce qui est intéressant quand même avec l'effectif du Gabon, c'est que tu peux quand même t'appuyer sur quelques joueurs cadres qui ont connu les Coupes d'Afrique, les premières Coupes d'Afrique disputées au début des années 2000. Ekwele Manga, Aubameyang, Bouanga, t'as Didier Ndong, je crois, qui est encore présent au milieu de terrain. Poco, il est encore là il est dans le groupe, dans l'effectif. Donc tu peux quand même t'appuyer sur quelques joueurs qui ont cette notion de match à enjeu et de match clé pour la sélection. C'est marrant parce que ces pays-là, ça me rappelle le Togo qui va à la Coupe du Monde, rappelez-vous, en 2006, avec évidemment une star. Des bailleurs. Là, en fait, souvent, tu as dans ces petites nations, même à l'échelle de l'Afrique, les Gabon. Nation en comité restreint, faut dire, pour vexer personne. Si tu n'as pas ta star qui t'emmène, en fait, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient au rendez-vous. C'est eux qui doivent être au rendez-vous. Et justement, Aubameyang, il l'a fait face à la Gambie quand il va mettre son quadruplé. Moi, j'avais pris l'image de Léo Messi qui met son triplé en Équateur lors de la dernière journée de qualif Coupe du Monde 2018 où à lui tout seul, il a porté l'Argentine pour les emmener. J'avais cette même impression pour Pierre-Emerick Aubameyang. Et la question que je te pose, est-ce qu'Aubameyang, on l'a déjà vu en mission Alors évidemment, il y a eu des Coupes d'Afrique à domicile pour le Gabon. Donc, mais là, c'est une première qualification en Coupe du Monde quand même pour le Gabon. Ah, mais c'est le paradoxe. C'est que là où tu as raison, Gilbert, c'est qu'effectivement, au Gabon, on a toujours attendu qu'il y ait une équipe derrière Aubameyang, mais elle était souvent... Alors, je ne veux pas manquer de respect à Pierre-Emerick Aubameyang, parce que la carrière en sélection, elle est plus que correcte. Mais souvent, ils étaient derrière personne ou derrière quelqu'un qui avait du mal à porter tout le monde. Et le match contre la Gambie, effectivement, Hamza, j'avais bien aimé l'image Messi. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est son match. C'est-à-dire que c'est le match où le Gabon était dans un bourbier. Un match qu'on a vu 50 fois avec le Gabon, où tu te déplaces sur terrain neutre contre la Gambie. La Gambie, en plus, avec qui il y a une animosité, parce qu'il y avait eu à l'époque une réception du Gabon pendant le Covid. Ils les avaient laissés dormir à l'aéroport. Bref, c'était un match très tendu. Cette histoire. Voilà, c'était un match très tendu. Sympa, les Gambiens. D'où le carton rouge d'Aubameyang d'ailleurs à la fin qui s'est un peu fait plaisir en disant c'est bon, j'ai mis un quadruplé, on m'en voudra pas. Mais voilà, mais il y avait cette grosse pression et c'est la première fois, moi, depuis le Gabon-Maroc en 2012 à la CAN où il a 22 ans et là c'est plus une révélation où là j'ai vu. C'était le patron, c'était le général Aubameyang qui a pris tous les soldats. Oui, tu n'as plus le Aubameyang ultra rapide de l'époque. Bien sûr, mais perdu en vitesse quand même. Mais qui justement a réussi à compenser ça parce que Bouanga fait ce travail-là. Jim Alivina le faisait aussi, même si là on devra se passer de lui, mais il a réussi finalement. Il a aussi laissé le jeu à Lemina. Enfin. Je dis pas qu'Aubame faisait ce que peut parfois faire Mbappé quand il se caricature à vouloir redescendre trop bas, c'était pas non plus le genre, mais on attendait que ce soit Aubame. Là, c'est Lemina qui est vraiment au milieu, qui dicte le tempo parce que c'est son rôle, il est excellent, il brille à Galatasaray et il a fait en première ligue pendant des années. Aubame se contente de marquer. Et bizarrement, Aubame met un quadruplé contre la Gambie, laisse le Gabon en vie. Et je pense que si aujourd'hui le Nigeria a une petite crainte du Gabon, c'est parce qu'effectivement, ils ont vu qu'il y avait cette possibilité-là de voir un Aubameyang qui, sur un match, pouvait prendre le destin de son pays entre ses mains. Et bon, je le souhaite, mais il faudra quand même que ça suive derrière parce qu'il ne pourra pas tout faire tout seul. On va parler du lot match dans quelques instants, mais pour finir sur le Nigeria, Malo, toi qui animes le compte Naija Football, dis-nous un peu comment va Osimhen ces temps-ci, parce qu'effectivement, ça va être l'autre, tu l'as dit, big star côté nigérian. Est-ce qu'il flambe à Galatasaray? Dans quel état est-il? Ouais, c'est ça, Victor Osimhen, il flambe depuis le début de la saison à Galatasaray. Même si statistiquement, il a 3 buts, je crois, en 8 matchs de Super League, même si il rentre, il y a pas mal de matchs où il rentrait, il revenait de blessure et il rentrait en cours de jeu. Mais c'est aussi ses performances en Ligue des Champions, où il a été exceptionnel face à Liverpool, il marque un but qui offre du coup la victoire à son club, ou son doublé face à Bodo Glimt. Donc non, Victor Osimhen, pour le moment, on touche du bois, on espère que jusqu'à la semaine prochaine, son corps tiendra et il sera présent face au Gabon, mais normalement, la dynamique est vraiment très bonne pour Osimhen et j'espère que ça va continuer du coup, au moins jusqu'à jeudi prochain. Tous ces joueurs-là sont évidemment payés par leur club. Enfin, moi, j'imagine que là, dans la tête d'Osimhen, il y a plus le match contre le Gabon que son match de championnat en Turquie. Pour tous, je pense aussi. Pour tous, bien sûr. Là. Enfin, moi, je pense d'abord aux joueurs gabonais. Je pense que depuis un mois, même si encore une fois c'est le Nigeria que je l'ai dit, c'est compliqué. C'est une chance inouïe. Le Gabon a toujours été. Le Gabon, c'est du jamais vu. Le Nigeria, c'est les habitués. Le Gabon a toujours été dans les courses pour se qualifier au CAN. Je fais généralement une CAN sur 2 à peu près. Mais la Coupe du Monde, jamais. Et moi, j'ai passé des années. C'était quand tu terminais deuxième du groupe, tu étais très, très, très content. Parce qu'en plus, il y avait que 6 places. Donc, c'était quand même aussi un club très, très fermé. Bon, pendant quelques années, tu as eu la chance d'avoir la famille Bongo qui disait on organise. C'est ça. La CAN. Mais là, en plus, tu parles de la famille Bongo. Mais ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'au-delà des jeunes,
jeunes, même pour des cadres, pour Pierre-Emerick Aubameyang, Bien sûr. c'est la dernière opportunité de sa carrière de Il est revenu devenir un pour ça, héros national. Mmh. Faut se rendre compte. Là, Pierre-Emerick Aubameyang, si le Gabon va en Coupe du Monde, alors ça arrivera après la Coupe d'Afrique et on verra les résultats à la CAN, mais si le Gabon s'offre l'opportunité d'aller en Coupe du Monde, je vous passe les discours, les rencontres politiques, mais il peut vraiment devenir un héros Alors, national. on a déjà vu le président congolais de Tshisekedi d'un podcast précédent. On a entendu le discours. Non, mais ce serait un peu comme Messi, c'est-à-dire que pendant des années, un peu presque mal aimé, pas du tout prophète à la maison parce que on préférait d'autres joueurs pour d'autres qualités. Oui, puis après lui notamment aussi, humaines. il est venu, il est reparti. C'est ça, non, mais bien sûr, les torts sont partagés. Ouais. Mais je veux dire, si jamais il y arrive, là c'est bon, en fait, c'est bon, l'histoire elle est finie. Aubameyang, ça restera l'homme qui a qualifié le Gabon à la Coupe du Monde. On pourra polémiquer sur tout ce qui s'est passé avant. Ce sera sa carte. Bouanga, qui bon, à chaque fois vient de Los Angeles, il est dans les playoffs et tout là. T'as pas trop de doutes non plus sur son investissement, sur sa forme? Pour le coup, il est en plein épanouissement personnel, j'ai l'impression, à Los Angeles. Bon, attention au jet lag, effectivement, Ouais. mais Après, il voyage pas, comme je dis toujours, il voyage pas au siège 45K comme nous. Hein. Oui, oui. Quand il a un peu de confort. on le connaît bien celui-là, Ouais, en écho pour aller. on le connaît bien. Le 6 heures d'avion, exactement. on le Tu connaît parles bien, de celui-là. de son investissement, je crois que c'était lors de la trêve de septembre, où il met un triplé 24 heures ou 48 heures après avoir joué son match en Exactement. MLS. Contre les- Avoir marqué contre ses les- classements. contre les Avoir échelles, marqué. ouais. Ouais, mais Et non, et puis même, il est très. Enfin, honnêtement, aujourd'hui, D'ailleurs, il a mis un doublé en playoff il y a quelques heures, au moment où nous enregistrons. voilà, non mais c'est ça. Et aujourd'hui, vraiment, tous les joueurs au Gabon sont très très investis dans la sélection. Il y a vraiment, s'il y a bien une chose qu'on peut pas leur enlever, c'est ça. Après, il y a eu encore des problèmes de primes là, etc. Mais ça, on connaît, on sait pourquoi, c'est habituel. Et ça fait 1 an et demi que les mecs n'avaient pas reçu. Ce qu'il fallait faire grève, ça c'est un autre débat. Mais par contre, en termes d'implication et on va dire de don de soi à la sélection, j'ai aucun doute sur aucun joueur aujourd'hui. Tout ce que peut gérer en fait Thierry Mouyouma, c'est carré. Exactement, t'as tout compris. Alors Bouanga, notre producteur Najib me signale que là, il est tranquille parce que en fait, il joue plus jusqu'au 22 Ah bah oui, en c'est vrai. MLS. Bah Donc oui. en fait, donc lui, il est tranquille, il est qualifié. Il peut justement même prendre son temps pour arriver s'il veut un peu plus tôt et tout. Même se faire une semaine à Marrakech avant. Voilà, Je sais pas voilà une bonne proposition Ou à Rabat, pour du qu'il coup. soit au top. Ah bah c'est bien mieux, Pour- c'est pour bien qu'il mieux. soit au top. Préparation optimale. Là. Oui, puisque ça se passe à Rabat. Un mot sur Eric Schell, Malo, parce que, Oui. bon, je sais pas, nous, vu de notre œil à nous, c'était un peu une surprise, parce que Schell il était au Mali, prendre un francophone au Nigeria, alors c'est pas une première, hein, Gernot Rohr a été sélectionneur du Nigeria par exemple, mais c'est pas forcément un truc naturel. Est-ce que la greffe a bien prise? On a l'impression que sportivement, oui. Est-ce que toi, tu avais des doutes au début? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous en dire d'Eric Schell aujourd'hui? Non, bah pour moi honnêtement, et puis même en soi, dans notre groupe un peu francophone nigérian, on était tous assez emballés par le profil d'Eric Schell parce qu'on savait qu'on allait voir une belle équipe avec des principes de jeu. Du coup, ouais, forcément, tout ça, ça nous emballait quand même pas mal. Sinon, sur son bilan depuis qu'il est arrivé, est-ce que la greffe a bien prise? Oui, je pense que la greffe a bien prise, même si c'est vrai qu'au début, il y a quand même pas mal de réticence dans les médias, notamment nigérians, puisqu'en fait, on parle d'un Africain non nigérian, ce qui n'est pas quelque chose de très commun au Nigeria, surtout qui plus est un Malien, et en plus avec toutes les images qu'il y avait eu à la CAN, vous savez, avec l'eau qui lui était versée par son assistant sur la nuque. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux, et notamment au Nigeria, il a beaucoup été moqué. Et il y avait des doutes du coup par rapport à son leadership. Mais en tout cas, depuis qu'il est arrivé, il a réussi à fédérer autour de Osimhen. Osimhen en parlait en plus dans un podcast qu'il avait tourné avec John Obi Mikel. Lorsqu'il est arrivé, en fait, Eric Schell, la première personne qu'il a appelée, c'est Osimhen, et puis il lui a clairement affiché ses ambitions, c'est-à-dire se qualifier pour la Coupe du Monde. Même dans ses récentes sorties, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je crois, il parlait à un journaliste nigérian, et il disait que les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est pas la guerre, mais c'est comme la guerre. Et il a besoin d'avoir des joueurs qui sont des requins. Donc ça montre un peu que peut-être qu'il a eu un certain travail au niveau du leadership. Et en plus, tout à l'heure, tu parlais d'émotion. Moi, je pense qu'il y a cette préparation mentale qui est faite, et je suis sûr que ça a un impact dans la remontada nigériane sur l'année 2025. Donc je pense que Eric Schell a quand même assez mérite, et a du mérite dans tout ce qui se passe au Nigeria là, depuis le début de l'année. Ouais. Il y a un truc qui m'interpelle au Nigeria, c'est que sûrement sur les 50 dernières années, il y a eu des joueurs extraordinaires qui ont fait des grandes carrières, et il y en a très peu qui ont donné des coachs. C'est vrai. C'est vrai, l'année dernière, par exemple, on a essayé un ancien joueur, Finidi George, parce que ça a été un total désastre.
Qui a Un été une total star à désastre. l'Ajax notamment. Ouais, qui a joué aussi au Barça. Mais un total désastre, une défaite face au Bénin. Et je crois que c'était également un match nul face à je ne sais plus qui, mais c'était lors de la trêve de juin 2024. Et ça n'avait pas donné quelque chose de bon, Finidi Georges, à la tête du Nigeria. Ouais. Sinon, tu as l'éternel intérimaire, Egwaven, qui, qui a fait des allers-retours en sélection. Sinon, tu as eu Stéphane Keshi. Voilà. Stéphane Keshi. Tu connais un petit peu. Stéphane Keshi, que moi j'avais rencontré pour l'anecdote, donc qui a joué à Strasbourg évidemment, qui a marqué un but de légende à Strasbourg, un barrage Strasbourg-Rennes. Il a marqué quasiment du rond central pour faire monter Strasbourg en D1. On doit beaucoup à Stéphane Keshi à Strasbourg, je dois le dire. Et je l'avais rencontré à la CAN au Mali il y a très longtemps, en 2002. Il était adjoint à l'époque déjà. Et il me dit ah, moi je viendrais bien à Strasbourg. Et je dis mais moi je peux rien faire. Moi. Il voulait se placer. Le pauvre, il a disparu depuis, Stéphane Keshi, la légende Keshi. Voilà pour ce match. Alors, c'est très intéressant, Jericho et Romaric, sans doute d'écouter vos confrères là, parce que ça peut vous donner une idée de ce qui vous attend dans la finale du barrage, les gars. Déjà, faudra-t-il gagner Et là, une nouvelle fois, je vais parler, excusez-moi, les gars, de mental. Parce que quand on voit RDC Cameroun, Hamza, je ne sais pas pourquoi, mais moi, naturellement, j'ai tendance à penser que le mental, il est plutôt côté camerounais que côté congolais. Avant que Jericho et Romaric donnent leur avis, tu dis quoi, toi ? C'est le Cameroun. Le Cameroun est une sélection qui, de par son histoire, que ce soit récente ou passée, elle a justement cette gestion des émotions dans les grands rendez-vous. Et la République démocratique du Congo, c'est un peu une inconnue. Il y a là une pression, on parlait tout à l'heure de la fameuse vidéo avec le président de la République, mais au-delà de ça, même pour les joueurs, je pense que la pression, 52 ans d'attente pour chercher une première Coupe du Monde depuis 74, me semble-t-il. Moi, je suis pas sûr que l'intervention du président congolais ce soit très positif, mais bon. Ah, ça aide pas, non. Après, voilà, chaque joueur, mais de toute façon, il faut faire avec. C'est le contexte et il faut plutôt l'accepter et vivre avec qu'essayer de le rejeter. Mais c'est vrai que sur l'aspect psychologique aujourd'hui, le Cameroun sait gérer justement ce type de rendez-vous. Est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce que ce sera l'unique ? Encore une fois, je le rappelle, contexte particulier, c'est terrain neutre. Donc toute cette pression que l'on peut avoir justement autour du papier cadeau d'une rencontre, je suis pas sûr qu'on l'ait finalement sur cette demi-finale et même sur cette finale. Par contre, effectivement, tout se jouera sur le terrain. Bon, Jericho, démarrons par toi, avec ton compte évidemment Insta, Twitter, joueur CD. Est-ce que le problème va être mental côté congolais ? Parce que les qualités de footballeur... on les a. Les qualités, on les a. Après, est-ce que le problème va être mental ? Ça, il faudra voir la rencontre. Mais de manière générale, c'est vrai que là, si on parle uniquement mentalement, c'est vraiment un rapport de force David contre Goliath. On va pas se le mentir. Moi, je considère que le Cameroun... vous voulez tous jouer les petits, en fait, aujourd'hui. Non, mais le Congo face au Cameroun... Nous, on est vraiment petits. Nous aussi, on est vraiment petits. Je t'assure, on est petits aussi. Non, mais face au Cameroun, il y a une réalité. C'est que c'est clairement le plus gros mental d'Afrique, le Cameroun, en tout cas de mon point de vue. Et le Congo, on fait partie de... je ne vais pas dire des plus faibles, mais en tout cas de ceux qui ont montré dans leur histoire... Je vais dire à ta place, pour reprendre une expression qu'on a l'habitude d'utiliser dans l'after, le Congo, c'est l'équipe caca-culotte. Excuse-moi, je peux pas te vexer. Non, je te cache pas que ça me vexe, mais c'est réel. Donc je peux pas Après, dire si tu vois les résultats de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, je suis pas forcément d'accord non plus. Historiquement, en tout cas, quand on voit le dernier match face au Sénégal à domicile, quand on voit le match à domicile d'abord... Face au Sénégal, stade plein, ambiance de feu... Ouais, mais encore une fois, le Sénégal, tu marques, on parle de la meilleure... Enfin, à mes yeux, en tout cas, c'est aujourd'hui la meilleure équipe d'Afrique. Par rapport à ce qu'elle propose sur le terrain, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Ça, c'est clair, mais sauf que ça s'était déjà produit face à la Tunisie en 2017, et même face au Maroc en 2021 pour la Coupe du Monde 2022, auquel le Maroc est parti en demi-finale. On les affronte à domicile, on gagne, on est largement au-dessus, mais on ne parvient pas à préserver le score. Et au final, on finit sur un match nul. Donc à chaque fois qu'il y a un match à gros enjeu, malheureusement, mentalement, on finit toujours par lâcher. Ça, c'est un peu ce qui me fait peur, surtout qu'historiquement, en plus, le rapport de force... La CAN n'est pas un déclic, parce que tu bats l'Égypte quand même à la CAN. Bien sûr. Tu bats l'Égypte, mais... Alors, je vais pas beaucoup d'équipes en Afrique qui ont battu l'Égypte dans un match à élimination directe quand même. C'est vrai, mais je vais pas faire le pisse-froid, excuse-moi l'expression, mais c'est quand même un match qui est gagné au tir au but. C'est pas un match où... En plus, tu étais en supériorité numérique et c'est pas un match où tu montres vraiment des choses, où tu montres clairement que là, tu as passé un cap. Surtout que depuis, tu n'as pas affronté d'autres grandes équipes. La seule grande équipe, c'est le Sénégal. Tu l'as joué à domicile, 100 000 personnes dans le stade, tu gagnes 2-0, tu perds 3-2. Mais tu fais un partout au Sénégal, à l'aller. Tu fais un partout au Sénégal, paradoxalement. Donc c'est d'ailleurs dans un stade à moitié vide, d'ailleurs. Ça, c'était assez incompréhensible. Mais en tout cas, oui, on souffle un peu le chaud et le froid de temps en temps. Je ne sais pas trop sur quel pied me placer. Surtout que
historiquement, le Cameroun, c'est une sélection qui ne nous réussit pas, surtout au XXIe siècle. Alors là, pour le coup, c'est une catastrophe contre cette équipe. C'est vraiment une équipe qui ne nous réussit pas du tout. Donc là, pour le coup, les joueurs ils devront montrer que cette fois-ci, le cap mental, ils l'auront passé. Il y a beaucoup de nouveaux, c'est un nouveau groupe. Malgré le fait qu'on ait fait 4e lors de la dernière CAN, Sébastien Desabre a renouvelé pas mal l'effectif. Donc franchement, je suis optimiste, certes, parce qu'on a montré des belles choses. Mais je sais que mentalement, à tous les coups, on peut lâcher. Donc je ne suis pas non plus serein. Alors optimiste, mais pas serein. On va rentrer un peu dans les détails de l'équipe. Mais Romaric, en général, les Camerounais, c'est pas le genre à douter. Est-ce que tu confirmes? Et quel est toi ton état d'esprit là, à quelques jours du match? Ouais, c'est clair que mentalement, historiquement, on a un avantage. On est d'accord. Après, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Quand on regarde les derniers résultats de Marc Brice, par exemple, à l'extérieur, c'est pas fameux. Je crois qu'on a 2 victoires sur les 7 derniers matchs qu'on a avec Marc Brice, je pense. Et les victoires sont contre le Kenya et l'île Maurice, il me semble. Voilà, donc c'est pas très fameux. On a du mal à gagner à l'extérieur. Là, on va jouer sur terrain neutre, match coup près. Il n'y a pas vraiment de favori. Moi, c'est mon avis, il n'y a pas vraiment de favori, même si je reste optimiste. Je reste optimiste parce qu'on a montré qu'on sait se mettre au niveau quand il le faut. C'est ça, on arrive à se mettre au niveau quand il le faut. C'est l'histoire du Cameroun, ça. Quand t'es jamais plus fort que quand tu es dos au mur. Rappelez-vous du barrage il y a 4 ans. Exactement. Tu perds à domicile. C'est la première fois de l'histoire du football, d'une confrontation entre le Cameroun et l'Algérie, où l'Algérie, merci de le rappeler Gilbert, où l'Algérie s'imposait face au Cameroun sur le sol camerounais. Donc tu te dis au match aller, l'Algérie fait le plus dur et finalement le Cameroun va aller chercher cette qualification à la dernière minute, on s'en souvient, en Algérie. Mais le Cameroun dos au mur, c'est un Cameroun dangereux. Il y a la fameuse phrase de Rigobert Song. C'est lorsque vous êtes en danger, c'est là que vous n'êtes pas en danger. Ah oui, bien sûr. Bon. Exactement. Après, je pense qu'il faut pas se reposer sur ça parce qu'on a eu 2 matchs importants dernièrement face au Cap-Vert. On n'a pas su le gagner. C'est vrai. Malheureusement. Et on devait gagner notre match à domicile face à l'Angola pour espérer terminer premier du groupe. On n'a pas réussi à le faire. Donc c'est pour ça que je dis. Donc tu veux dire que tu as quand même une équipe limitée, quoi. C'est ce que tu veux dire aujourd'hui. Voilà, sur le plan mental, là où il fallait faire un résultat, je dis qu'on n'a pas réussi à le faire. Je repose ma question différemment. Que valent aujourd'hui sportivement ces deux équipes Hamza, avant que Jéricho et Romaric donnent leur avis, tu dis quoi toi? À mes yeux, il y a un avantage clair pour la République démocratique du Congo sur la dynamique, sur ce que l'on voit depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Concrètement, je ne veux même pas parler de tout ce qui se passe autour de Marc Brice, de la fédération camerounaise, juste footballistiquement ce que l'on voit sur le terrain. Qualité de joueur et jeu produit. Pas forcément qualité de joueur, mais plutôt sur l'aspect collectif. On parlait tout à l'heure du Gabon, du travail de Mouyouma, de Sabre, c'est exactement pareil. Et chaque rassemblement, il continue de convoquer plutôt de nouveaux joueurs. Là, il y a 3 binationaux belges qui vont renforcer, peut-être d'ailleurs, Epolo sera peut-être le gardien numéro 1 lors de cette trêve internationale, le gardien du Standard. Ça, c'est une autre question, on en parlera peut-être après. Mais sur cet aspect-là, footballistique pur, ce que l'on voit sur le terrain, avantage République démocratique du Congo. Maintenant, je suis désolé. Je l'avais dit lors du dernier podcast ou lors du précédent, en termes de qualité pure, le Cameroun a un meilleur effectif que le Cameroun qui a éliminé l'Algérie il y a 4 ans. Aujourd'hui, des joueurs comme André-Franck Zambangissa, il a 4 ans de plus et c'est un joueur qui est un joueur majeur de Serie A, aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs. En fait, tu joues toujours avec Aboubacar. Aboubacar qui a trouvé un club. Qui a bientôt 55 ans et qui n'avait pas de club. Qui a trouvé un club désormais en Azerbaïdjan. T'as Magri et en fait, t'as des jeunes aussi qui arrivent, que ce soit d'Espagne ou d'ailleurs en Allemagne. Alors je sais pas si, parce qu'on a la liste de la RDC, on n'a pas encore celle du Cameroun, si Kofané sera convoqué ou pas. Il y a le jeune Arthur Avomebong à Lorient qui était l'une des révélations en Ligue 2 qui s'impose assez rapidement aujourd'hui comme un joueur important de la sélection. Moi, je suis désolé, ce Cameroun-là, il a la possibilité de regarder footballistiquement dans les yeux la RDC. Tu réponds quoi, Romaric? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et quand je regarde les dernières performances de nos leaders en club, je pense qu'ils vont arriver boostés en équipe nationale. Onana revient bien avec Trabzonspor. J'ai vu son match contre le Galatasaray, c'était assez flippant. Pour un Congolais en tout cas. Exactement. On a Zambo Anguissa aussi qui marche sur l'eau en Italie avec le Napoli. Pareil qu'il est critiqué au Cameroun sur ses perfs en sélection. Oui, parce que voilà, au Cameroun, il n'arrive pas à exceller.
comme on le voit à Naples, malheureusement. Mais voilà, on espère qu'il y aura un déclic face au Congo. Et puis il y a Mbeumo aussi qui est en très grande forme à Manchester United. Ouais, Mbeumo, c'est d'ailleurs le. Voilà, donc, on parle beaucoup d'Aboubacar parce qu'à chaque fois, Aboubacar, c'est un peu le symbole de la sélection. Mais le gars à craindre, je pense, c'est Mbeumo avant tout quand même. Surtout que face à lui, il y aura Arthur Massakou qui n'a pas trop de temps de jeu. Donc, Aboubacar, c'est le côté mystique du Cameroun. C'est pour ça que c'est le mec dangereux parce qu'il incarne cette équipe qui peut être dangereuse à tout moment. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont plus en forme que lui normalement. Tu vois, si la RDC mène 1-0 à 20 minutes de la fin, et que tu vois Vincent Aboubacar, numéro 10, qui s'apprête à rentrer en jeu... juste qu'il commence à s'échauffer déjà. Si je suis congolais, je commence à flipper. Alors que footballistiquement, on parle du jeune Etaé Young aussi qui performe aujourd'hui en Espagne. Footballistiquement, tu vas dire... Sur la forme du moment, il y a des footballeurs de meilleure qualité que Vincent Aboubacar. Mais c'est Vincent Aboubacar, c'est la Coupe du Monde 2022, la Serbie, la tête face au Brésil. La CAN 2017. Bien sûr, oui, c'est vrai, le but vainqueur face à l'Égypte. Donc voilà, c'est Aboubacar. Ça reste un danger à partir du moment où il rentre sur le terrain. Bon. Jéricho, il n'est pas très bien là. Non, mais il tremble un peu. C'est la pression, forcément. C'est surtout, comme je le disais il y a 2 minutes, là, c'est le match Galatasaray-Trabzonspor. Je suis tombé dessus totalement par hasard. J'étais en train de cuisiner à côté et j'ai même fait brûler mes pâtes. J'étais là en train de regarder. Parce que tu as vu Onana. J'ai vu Onana, c'est pas du tout le Onana de Manchester United. Là. Moi, c'est celui-là que je veux, moi. C'est pas celui de Trabzonspor. C'est un mystère quand même, parce que rappelez-vous, les grandes années d'Onana en Italie, il faisait partie des meilleurs gardiens du monde. Il était vraiment top 3 des meilleurs gardiens du monde. Et ensuite, il a eu une espèce de chute comme ça, régulière. Bon, après, le contexte de Manchester, sans doute, l'a pas aidé, mais en tout cas, il vaut largement mieux que ce qu'il a montré à Manchester, c'est sûr. Et même sur le continent africain, il a eu des prestations notamment sur des matchs de Coupe du Monde ou de Cannes où il a été très très bon, Onana. Donc oui, c'est censé être une valeur sûre. Et puisqu'on parle d'Onana, n'oublions pas que c'était l'un des héros de Blida bien sûr. quand on avait battu l'Algérie. Donc, et que Onana... je pense qu'il va arriver boosté et il va faire une belle prestation face au Congo. Et je rappelle, on en a parlé aussi lors du précédent podcast, Onana faisait partie de la liste de joueurs qui avaient refusé de jouer la Coupe d'Afrique des Nations 2017, que le Cameroun va finalement emporter avec l'excellent Ondoa qui avait réalisé une Coupe d'Afrique extraordinaire même en termes de performance. Et puisqu'on parle d'Onana, moi j'ai envie de parler de la RDC. Il y a une vraie situation autour des gardiens depuis cet été. On sait que Dimitri Berthaud était le titulaire, l'ancien Montpellierin, depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, sauf qu'aujourd'hui il est sans club, il n'a pas joué en octobre, il a joué en septembre, notamment ce match face au Sénégal, il joue pas en octobre, là il est même pas convoqué par De Sabre. C'est Mpassi qui avait joué au mois d'octobre, sauf que lui pareil, il a un club, il n'a pas de temps de jeu puisqu'il est numéro 2 au Havre derrière Moridio, et là il y a un nouveau gardien qui arrive, c'est Epolo qui a 20 ans, qui joue au Standard, qui est titulaire en Belgique et en Jupiler. Est-ce que toi tu as des informations? Est-ce que Sébastien De Sabre en a déjà parlé? Est-ce qu'Epolo sera le gardien titulaire? Parce que de lancer un jeune gardien de 20 ans dans un contexte africain, barrage continental. Oui, non, je pense pas du tout. Je pense qu'il va continuer avec Mpassi. De toute façon, Sébastien De Sabre, il l'avait annoncé. Il avait annoncé que, forcément, après la déroute face au Sénégal, que maintenant, il allait plus rester sur ce même groupe qu'il avait réussi à faire, à composer durant toutes les qualifications. Il a dit, maintenant, ceux qui n'ont pas de temps de jeu, ceux qui n'ont pas de club, on va commencer à injecter du sang neuf parce qu'il faut renouveler un petit peu l'effectif. C'est triste pour Dimitri Berthaud parce que avant ce rassemblement-là en septembre, paradoxalement, il faisait des très très bons matchs. Il enchaînait les clean sheets. Il a toujours été très bon. Malheureusement, là où on l'attendait, le match face au Sénégal, il se trouve un peu. Et directement après, il est sorti. Donc c'est vrai que c'est un peu dur pour lui, mais j'ai envie de vous dire, si on vise le mondial, on ne peut pas continuer à jouer avec des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, qui n'ont pas de club. Maintenant, concernant Mathieu Epolo, c'est vrai que c'est un très très bon jeune gardien. Qui était numéro 2 d'ailleurs des espoirs belges derrière Mike Penders de Strasbourg. Apparemment, c'est sa jeunesse qui est un peu le handicap, parce que c'est un peu capable d'être fantastique, comme de sortir de ses matchs. C'est vrai que parfois aussi, il fait preuve un peu de suffisance sur certaines rencontres, mais il est quand même capitaine du Standard, il fait quand même de très bonnes prestations, et il était international belge jusqu'en octobre, jusqu'au mois dernier. Donc voilà, c'est un vrai renfort, surtout pour l'avenir, je pense. Mais à l'instant T, c'est Mpassi qui va jouer ça, je suis quasiment certain. Sur le reste de l'équipe, là, quel est l'état des forces, la dynamique du moment? La dynamique, c'est surtout Cédric Bakambu. À une échelle moindre, mais tout à l'heure, Samuel parlait de Aubameyang. Bakambu, c'est à peu près le même statut chez nous. C'est le baromètre en attaque. Sur les 4 derniers matchs, c'est 4 buts et 2 passes décisives. Donc là, clairement, lui, c'est maintenant ou jamais. Il a très souvent été critiqué justement parce qu'il reste un petit peu sur la photo de famille lors du match face à la Tunisie où il a une occasion, il doit faire la passe, finalement il a joué un peu perso et il a fait un podcast d'ailleurs récemment où il a dit que c'était le plus grand regret de sa carrière, c'était ce match-là. Donc là aussi il est passé en mode mission, un peu à l'image d'Osimhen et Aubameyang.
Il sait que c'est maintenant ou jamais. Donc c'est vraiment sur lui qu'on va compter, sur lui qu'on va mettre tous nos espoirs. Il est en bonne forme, en tout cas en sélection. Après en club, il alterne un peu le bon et le moins bon vu qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Mais en tout cas, c'est vraiment lui le baromètre de la sélection actuellement. Il n'y a pas de question autour de Bakambu quand on voit la forme de Fiston Mayele? Non, parce que Oui, Fiston Mayele... Alors c'est paradoxal, parce que c'est vrai que Fiston Mayele fait... mais il est clairement dans la saison... Il a son prime, très clairement. Mais Fiston Mayele en sélection, il a toujours eu ce rôle de super sub. Notamment lors du match à Dakar contre le Sénégal. C'est lui qui rentre, c'est lui qui marque. Il a souvent eu ce rôle-là. Lorsqu'il démarrait les rencontres, on n'a jamais vraiment été satisfait de ce qu'il a pu produire. Mais lorsqu'il est entré en cours de jeu, c'est là où il a pu, peut-être avec des défenseurs qui sont un peu plus fatigués, avec un peu plus d'espace, parce que c'est quand même un joueur de profondeur, c'est là qu'il a réussi un peu à s'exprimer le mieux. Mais en tant que titulaire, Fiston Mayele, non, ça n'a jamais vraiment été un débat, une question. Ça l'a été par le passé, mais il n'a pas forcément montré, lorsqu'il a été lancé d'entrée, qu'il pouvait bouleverser la hiérarchie. Donc là, clairement, ça va être Bakambu en 1 et Mayele en super sub derrière. Et puis tout à l'heure, je parlais Pourquoi il de. n'a jamais joué en Europe, Mayele? Je pense il qu'en brille Égypte, en on gagne bien Égypte. sa vie aussi. Ouais. Il est champion d'Afrique avec Pyramids, il va jouer une Il demi-finale. a 30 ans de Coupe passés, là, il ne intercontinentale. viendra peut-être jamais en Europe. Peut-être, mais ce ne serait pas le seul. Hein. Ouais. On a le même en Algérie, Bardad Bounedjah, qui a fait C'est vrai. quasiment 10 ans de même plus de 10 ans de sa carrière Au Qatar, dans le ouais. Golfe au Qatar. Et pourtant, en sélection, ça reste un joueur performant. Juste pour revenir sur la RDC, depuis la CAN, on parlait du renouvellement du groupe par le travail de Sabre. Parmi les joueurs qui aujourd'hui font partie de cette sélection, il y a Wan-Bissaka, ancien latéral de Manchester United. Tu as Toine Zebe, ancien défenseur central, dans un rôle secondaire, certes, de Manchester United. Il y a le jeune Sadiki, au milieu de terrain, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise qui joue à Sunderland. Il a quand même réussi, de Sabre, avec le travail, j'imagine, de la fédération, à renforcer cette équipe autour de binationaux extrêmement solides. On l'avait eu il y a un an dans l'un des tout premiers podcasts de l'After Afrique, où j'avais posé la question sur la nécessité de s'appuyer sur les binationaux avec la situation compliquée du football congolais. Et il disait non, l'objectif, ça reste quand même de s'appuyer quand même sur des joueurs qui évoluent au pays. Mais quand on voit le travail dans le processus de recrutement, et je mets des gros guillemets de Sabre, c'est plutôt positif. C'est très positif même, et on peut utiliser l'expression processus de recrutement, parce que là, sur la liste, les trois nouveaux noms, donc, qui sont des binationaux belgo-congolais, personne ne s'y attendait. C'est-à-dire, surtout Mario Stroikens qui joue à Anderlecht, qui a 21 ans. Alors celui-là, même dans les rumeurs, dans les bruits de couloir, son nom n'a jamais fuité. Et là où De Sabre a vraiment fait fort, c'est qu'il y avait une photo justement qui avait fuité avec Warren Bondo, le milieu de terrain du Milan AC qui est actuellement prêté à la Cremonese. On avait vu justement qu'ils étaient partis se voir dans un restaurant. La photo avait fuité et De Sabre avait très mal pris le fait que justement on puisse avoir des échos sur le travail qu'il fait de repérage de binationaux, etc. Parce que je pense que dans son esprit, ça perturbe un petit peu l'équilibre de groupe, le fait de le voir aller chercher les binationaux. Ça peut peut-être fragiliser les joueurs qui sont déjà là. Donc il avait un peu mal pris ça. Et là, du coup, sur la liste, on voit 3 nouveaux binationaux. Sur les 25 joueurs qui composent cette liste, il y en a 14 qui sont arrivés sous De Sabre. Donc c'est clairement lui qui est à l'œuvre de tout ce groupe. Il a réussi vraiment à amener de la sérénité, à amener une organisation, parce qu'il a aussi l'étiquette de sélectionneur-manager. Donc il apporte une meilleure organisation autour de la sélection, il apporte du calme, il apporte de la sérénité, il s'appuie aussi sur les cadres. Et il arrive à chercher des binationaux qui vont pas juste être des binationaux pour être des binationaux. Ça va pas juste être du décor, ça va être vraiment des mecs qui vont arriver pour apporter une plus-value sportive. Ouais. Alors, rappelons que Wissa sera absent. Oui, malheureusement. Ça, c'est coup dur. Et peut-être même à la CAN d'ailleurs aussi. Parce que là, pour le coup, le temps qu'il revienne, la CAN aussi, je pense pas qu'on pourra le revoir. Et il faut, ça vous concerne tous, hein, tous les 4, c'est que, enfin moi, de mon point de vue, on va dire Hamza ce que tu en penses, mais l'équipe qui sortira des 4 sera le favori du tournoi final en mars. Nouvelle-Calédonie, Bolivie, plus des équipes de la CONCACAF à déterminer, équipe asiatique, Émirats. Barrage asiatique entre les Émirats et l'Irak. Voilà. Enfin, moi, de mon point de vue, peut-être pas le Gabon, cela dit. Excuse-moi, je passe à mieux. Non, mais je le prends pas mal. Je veux dire, tu vois, Nigeria, RDC, Cameroun, tu les mets dans ce groupe-là, franchement, tu dis c'est pour vous, les gars. Ce qui est très important de signaler aussi, c'est que le classement FIFA aura son importance, donc il faudra voir aussi pour le Gabon, le Cameroun, où est-ce qu'on en sera à ce moment-là. Mais je tiens à rappeler que sur les 6 participants au barrage intercontinental, les 2 meilleures équipes au classement FIFA seront directement qualifiées sur une finale.
Donc il y aura un match en moins. Donc il y aura qu'un seul match finalement pour aller en Coupe du Monde. Donc si par exemple tu te retrouves avec le Nigeria dans ce barrage intercontinental, il y aura qu'un seul match. Avec un tirage au sort, tu peux peut-être te retrouver face à la Bolivie par exemple ou face à une équipe de la on va dire que ce serait la logique sportive. Sportivement, on peut imaginer que le continent africain aura un 10e pays à la Coupe du Monde. Ouais, et que peut-être le plus dur à faire, c'est maintenant, quoi. Totalement, mais totalement. Clairement. Tout le monde est d'accord avec ça. Ah oui, moi j'ai beaucoup plus peur du tournoi de barrage intra-continent là dans 10 jours. Toi, tu respectes pas la Nouvelle-Calédonie. C'est pas que je ne respecte pas la Nouvelle-Calédonie. C'est que même, je pense que, même par exemple pour le Gabon, je pense que si tu passes cette espèce de Hunger Games là, africain dans une semaine et que tu dois te retrouver derrière et que tu arrives à jouer des équipes que tu ne connais pas justement et contre lesquelles tu vas pouvoir limite être un peu enthousiasmé, tu seras déjà sur place, libéré et tout. Voilà, exactement. Je pense que là, ce sera beaucoup plus concret. C'est beaucoup plus difficile d'aller battre une équipe qui t'a déjà frappé plusieurs fois, que ce soit le Cameroun ou le Nigeria, et le Congo, c'est un voisin, qu'aller jouer la Nouvelle-Calédonie, même la Bolivie, qui pour moi sera peut-être le plus gros adversaire. Attention, la CONCACAF, je crois que c'est très chaud. Ouais, c'est très chaud parce que là, on pourrait avoir des mauvaises surprises. On a des qualifiés. Voilà, on a des qualifiés. Je pensais même pas qu'ils avaient des équipes nationales, et on va avoir entre guillemets des petits gros. Costa Rica, oui, je sais pas si c'est Romaric ou Malo qui en parlait, mais effectivement, Costa Rica, il y a le Panama aussi qui peut. Et la Jamaïque aussi qui peut être dans les barrages, je crois. Ouais. Donc, je crois que les qualifiés, c'est. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est. Mais tu peux aussi te retrouver avec Curaçao ou je sais pas quoi. Curaçao, je crois qu'ils sont premiers de leur groupe, justement. De toute façon, il reste 2 journées au mois de novembre. J'aurais bien aimé avoir, effectivement, Curaçao, Nouvelle-Calédonie, une finale au Mexique. Là, tu sais que bon, t'arrives confiant. Le Nigeria, c'est autre chose. Après, attention aussi à l'adversaire asiatique, parce que les Émirats, c'est une équipe composée avec beaucoup, alors pas de binationaux, mais de naturalisés. Il y a beaucoup de Sud-Américains qui jouent dans cette équipe. Et puis l'Irak, c'est une équipe aussi en l'Irak avait gagné la Coupe d'Asie il y a quelques années. Exactement. Donc maintenant, je reste persuadé quand même que le pays africain sera favori. Oui. Ça se jouera au Mexique. Donc à voir s'il n'y a pas une colonie de supporters sur place pour remplir les stades. Messieurs, après, oui attention, il faut noter le classement FIFA actuel. Romaric. C'est Romaric. Vas-y. L'Irak est 57e au classement FIFA et le Costa Rica 45e. Nous, par exemple, le Cameroun, on est 54e pour l'instant. Ah oui, donc là, est-ce qu'il faut travailler avec un match en plus ? En fait, ce qui va être intéressant de savoir, c'est quand la FIFA prendra le classement FIFA. Parce qu'il y aura une Coupe d'Afrique des Nations qui va arriver, où là, forcément, les pays africains, s'ils performent à peu près correctement, ils vont prendre des points et ils vont prendre les autres. La logique, ce serait à la fin le classement FIFA qui tomberait après les derniers matchs de novembre. Voilà, début décembre, je pense que ce serait la logique. Logiquement. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne ou mauvaise surprise, en l'occurrence. Oui, c'est vrai qu'avec la FIFA, des fois, il se passe des trucs chelous. Bon. Ah bon. Il nous reste quelques minutes, les gars. Je voulais vous faire réagir sur une actu sociétale, politique, et voir un peu comment ça se passe chez vous et ce que vous en pensez. On va écouter ça tout de suite. Jingle. Ce message, il est pour tous les lions indomptables, les joueurs de football, les Samuel Eto'o, les Song, les Mbomo, les André Onana, les qui patati patata. Vous jouez pour quel pays? Vous êtes une honte pour le Cameroun. C'est-à-dire que vous, les joueurs des Lions indomptables, vous ne méritez pas de porter le maillot du Cameroun. Pas parce que vous n'êtes pas bon au football. Non, parce que vous n'êtes pas suffisamment empathique avec les Camerounais. Vous ne méritez pas de porter le maillot de l'équipe nationale du Cameroun. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas jouer au football. Vous savez bien jouer au football. Mais vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Vous êtes méchant. Vous êtes sec. Vous manquez d'empathie vis-à-vis du peuple camerounais. Vous vous en foutez des douleurs du peuple camerounais. Vous vous en foutez de la sueur du peuple camerounais. Mais vous portez le maillot du Cameroun. Alors, l'homme qui parle là s'appelle Général Valsero. Je ne sais pas si tu le connais, Romaric. Il est rappeur, un peu influenceur, tout ça. En fait, c'est intéressant parce qu'au Maroc, il y a eu récemment des manifestations et pas mal de joueurs ont pris position. Parmi les stars de la sélection marocaine, Naïef Aguerre, Yacine Bounou, on fait part de leur soutien au mouvement, Hakim Ziyech, Bilal Nadir, bref, ça a été assez massif. Là, en fait, l'homme qu'on a entendu là, il fait référence évidemment aux manifestations post-élection présidentielle d'il y a quelques jours au Cameroun. Au Gabon, il y a aussi eu un coup d'État il y a quelques temps maintenant. La RDC, la situation est aussi régulièrement tendue.
Donc en fait, ça pose la question de l'investissement un peu de ces internationaux qui, bon, évidemment, à 99% jouent loin, sont en Europe, sont pas dans le pays tout le temps, à part une ou deux fois par mois quand ils viennent pour les matchs et encore. Romaric, je te fais réagir en premier si tu veux bien en parler, mais toi, quand tu entends ça, tu dis il a raison ou c'est pas si simple? Enfin, quel est ton point de vue? Bon, après, de savoir s'il a raison ou pas, ça c'est un autre débat. Toujours est-il que lorsqu'il s'agit de politique, on voit souvent les joueurs faire la sourde oreille, surtout chez nous au Cameroun. Maintenant, je crois qu'il y a je crois que c'est Bill Chateau, ancien international camerounais, qui a appelé au calme, puisque le président de la République, enfin, Issa Chiroma Bakary, qui estime avoir remporté les élections. Et qui les a perdus, voilà. En l'occurrence. Exactement. Il a déclaré des villes mortes, c'est-à-dire d'aujourd'hui à mercredi, il me semble. Tout à fait. Je ne suis pas beaucoup ça, hein, donc je vous dis ça de mémoire. Et du coup, quand on dit ville morte, ça veut dire que les gens ne vont pas travailler, ils restent chez eux. Et Bill Chateau a invité les gens à aller travailler, etc., à ne pas manifester. Donc il a pris position, en l'occurrence. C'est une prise de position, voilà, quoi, de sa part. Ce qui est considéré comme beaucoup comme un message pro-parti au pouvoir. D'accord. Alors après, attention, qui n'a pas bien été reçu. Il y a la prise de position, on va dire, politique, et puis il y a aussi tout ce que les joueurs, et il y en a beaucoup qui le font, tout ce qu'ils font sur le plan sociétal, sur le plan pour aider au-delà de leur famille, ce qu'ils peuvent faire sur le terrain, sur le plan humanitaire notamment. Donc c'est peut-être un peu court, évidemment, de mettre tout le monde dans le même sac, les gars. Jéricho. Non, mais... Ouais. Je vais laisser Romaric parler quand même, mais moi, en tout cas... Oui, je suis d'accord avec toi. Après, pour moi, c'est deux choses un petit peu différentes. Quand tu fais des choses pour les plus démunis, etc., et prendre position politiquement, c'est deux choses un petit peu différentes. Il y a Michael Ngadeu, je crois qu'il y a 1 ou 2 mois, qui avait fait une sortie sur Snapchat en critiquant le processus électoral. Et je pense que derrière, il a dû recevoir quelques pressions, puisqu'il a démenti ensuite. On rappelle Ngadeu champion d'Afrique avec le Cameroun en 2017. Au Gabon, comment ça s'est passé au moment du coup d'État, Samuel? Le coup d'État, le foot a été très éloigné du coup d'État. C'est plus en 2016 où il y a eu la dernière élection d'Ali Bongo qui avait battu Jean Ping à l'époque, qui était le président de l'Union africaine. L'élection a été très très contestée et ça a été la première fois qu'il y a eu autant de contestation justement du peuple, énormément d'émeutes, énormément forcément du coup de répression pour arriver à faire taire les manifestants. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était à peu près 6 mois avant la CAN 2017 qui revenait au Gabon. On rappelle que le Maroc n'avait pas voulu... non, c'était 2015 le Maroc. 2015 alors 2017. Ouais, il y en a eu 2 d'affilée, effectivement. 2012, donc c'était une CAN co-organisée Gabon-Guinée, et ça avait fait plaisir à tout le peuple parce que c'était co-organisé, etc. Mais ça n'avait pas laissé beaucoup de retombées économiques parce que c'était très très compliqué déjà de se rendre au Gabon et ensuite de se rendre dans les stades. Parce qu'il faut savoir que pour aller au Gabon, c'est la destination la plus chère, par exemple, de certaines compagnies en Europe. C'est fou de se dire ça. Et donc, ce qui fait qu'il n'y avait pas eu de retombées. Donc, avoir une élection 2016 où le peuple estime ne pas avoir été entendu, avoir été réprimé dans la rue, et derrière une CAN 6 mois après qui va coûter bonbon, ça fait qu'en fait, il y a eu un désamour pour le football. Le football a été inclus dans cette contestation populaire, et notamment Aubameyang, qui à l'époque a été à manger très cher, comme on dit sur place, parce que effectivement, il était tenu comme responsable des voix qui ne s'élevaient pas parmi les personnes populaires gabonaises. Moi, j'ai quand même un avis qui est un peu impopulaire, mais je comprends totalement qu'on demande que les joueurs s'expriment, et il y a des sportifs dans l'histoire qui se sont servis de leur aura et de leur performance pour faire passer un message politique, et ils en ont le droit. Mais je pense aussi que, et c'est le cas notamment dans les sélections africaines, et ça fait partie des limites qu'on a aujourd'hui, notamment avec des joueurs binationaux qui sont en train de s'imprégner de la culture, mais qui ne l'ont pas nécessairement à la base, notamment la culture politique, pas forcément la culture au sens général. C'est compliqué de leur demander d'arriver. On est dans des pays où il y a des pouvoirs installés parfois depuis 20, 30, 40 ans. Qu'est-ce qu'un latéral gauche qui arrive d'Angers va changer en disant ah non, c'est pas bien. Je dis pas que c'est mal de le faire, qu'il faut pas le faire. Au contraire, moi, ceux qui le font, je les respecte. Mais je dis juste qu'il faut se mettre à la place des joueurs qui parfois s'imprègnent encore de la culture et du pays,
et ils se sentent pas légitimes pour avoir un tel poids. Ce qui n'était pas le cas par exemple d'un Aubameyang. Aubameyang aurait pu éventuellement, c'est son choix, mais moi que je pense aujourd'hui au Cameroun, on parle que ça se régénère constamment l'effectif avec énormément de binationaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse face à Paul Biya qui a 82 ans et qui est toujours au pouvoir? Oui, Pierre, après le foot, il y a aussi un truc... Après, je tiens quand même à ajouter que la position de plusieurs joueurs est connue. Bien sûr aussi. Surtout les anciens internationaux. Samuel Eto'o, Joseph-Antoine Bell et autres, et Bill Chateau aussi, dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Ils supportent tous le parti au pouvoir. Et après, il y a un truc de suivisme aussi dans le foot, c'est-à-dire que c'est peut-être comme ça que ça s'est passé en sélection du Maroc. À partir du moment où un joueur ou deux joueurs se positionnent, c'est plus facile derrière d'enquiller. Le Maroc, Gilbert, la société est différente. Il y a un roi, donc finalement la politique, elle est au peuple. Il y a des législatives, il y a un premier ministre, il y a un roi. Donc en fait, on sait que si on a quelque chose à dire, on appelle le roi. Le roi, il n'est pas politique, il est là pour gouverner. Donc il a cette aura, ce qui n'est pas le cas quand tu as des régimes démocratiques qui sont censés l'être, où pour le coup, là, directement, le politique est impliqué dans les choix. Merci messieurs, c'était très intéressant. Samuel Vasselin, donc journaliste spécialiste du Gabon. Tu as vécu au Gabon longtemps 15 ans. Très bien. Beau pays. Exactement. Jéricho, merci beaucoup. Je rappelle ton compte X, joueur CD, tu es aussi sur Insta. Sur Insta et sur TikTok, toujours joueur congolais, donc @joueur CD. Très bien. Eh bien, allez-y, abonnez-vous tous pour suivre l'actu de la RDC. L'actu du Cameroun, c'est sur Allez les Lions avec Romaric. Romaric, merci beaucoup. Tout à fait, merci à vous. Et à très bientôt. Et Malo, toujours avec nous, Naija Football. On est content d'avoir Malo parce que parler de foot nigérian, c'est pas facile, Malo, de trouver les interlocuteurs. Donc, c'est vraiment ravi de t'avoir eu. En France, on est très peu, mais voilà, très content moi aussi d'avoir pu parler du football nigérian avec vous, les gars. Et hâte de remettre ça. Ouais. Ça marche, à très bientôt. Et nous, on va conclure tout de suite avec l'actu du moment d'Amza. C'est parti. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. Qu'est-ce que tu as dans ton magasin? Eh bien, on va débuter avec le tirage au sort de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération la phase de poule. La CAF, exactement. Alors, on va se focaliser exclusivement sur la Ligue des Champions parce qu'il y a de sacrés groupes. Le groupe A avec Berkane, Pyramide, champion d'Afrique en titre, Rivers United et Power Dynamo. Le groupe B, le groupe de la mort avec El Ahly, les Young Africans, l'AS FAR et la JS Kabylie. Le groupe C, Mamelodi Sundowns, Al Hilal, le club soudanais, Mouloudia Club d'Alger et Saint-Éloi. Et puis le groupe D avec l'Espérance Tunis, Simba, le Petro Atlético de Luanda et enfin le Stade malien. Et puis une info concernant les matchs de préparation, la sélection marocaine qui a enfin officialisé son programme pour le mois de novembre, donc dans quelques jours. 2 matchs à Tanger, le nouveau stade de Tanger qui a été rénové, 14 et 18 novembre, Maroc-Mozambique et Maroc-Ouganda. Alors il voulait jouer, Regragui avait dit qu'il voulait jouer une grosse sélection pour s'étalonner un peu. Et donc l'Argentine apparemment a dit non, on est prêt à venir, mais c'est 10 millions d'euros. Et donc le Maroc a dit vous êtes gentil, mais non. Oui, parce que l'Argentine ira en Angola justement pour jouer. Et les Angolais, eux, ils payent. Exactement. On parle de 10 millions, je crois que c'est pour les 50 ans de l'indépendance du pays. L'Argentine, de toute façon, aujourd'hui, il y a un vrai business depuis le titre de champion du monde avec le président Chiqui Tapia qui monnaie, il met très très cher les matchs amicaux. Et je vous invite à voir le programme depuis 2022 des matchs disputés par l'Argentine. Ils veulent faire de la thune, quoi. Exactement. C'est pour les redistribué pour les jeunes joueurs. Oui, à voir. Mais il n'y a que des matchs face à des petits pays, entre guillemets. Donc, y a je pas pense de que si tu veux Messi, je pense qu'il doit y avoir une part qui part chez Messi. Je pense que c'est... Peut-être, possiblement. Messi en Angola, il faut le motiver un peu, j'imagine. 30% en plus. Messi est allé au Gabon il y a quelques années. Tout à fait, pour poser la pierre du stade de Franceville. Gratuit, bien sûr. Ouais, bien sûr. L'amour du jeu. Le projet sportif. Bon, l'Angola entraîné par notre ami Patrice Baumel. Qui vient de récupérer la sélection, justement, le fameux match face au Cameroun. Qui sera à la CAN. Et qui sera à la CAN. Exactement. Merci Hamza pour toutes ces infos. Et puis alors, restez bien à l'écoute parce que le prochain podcast After Afrique, mi-novembre, on a une énorme surprise. Je peux rien vous dire, mais on aura avec nous un truc de dingue. Voilà. Ce sera dans le Gabon prochain qualifié podcast. à la Coupe du Monde, c'est ça? Pas encore. Je te le souhaite. Normalement, mais pas encore. Je te le souhaite. Salut à tous, à la prochaine. Ciao. RMC After Afrique.